Chers estimés auditeurs, amis de Ngoma Sport, bonjour. Bienvenue pour suivre ce nouveau numéro de votre émission Ngoma Sport de ce samedi 20 juillet 2024. J'ai en premier Fundi Obedi, c'est moi. Iber Monelota nous accompagne de l'autre côté de la technique. Aujourd'hui, nous allons parler de compétition internationale et surtout, nous allons parler de la Copa América remportée par l'Argentine de Lionel Messi. Lionel Messi qui gagne un deuxième trophée en Amérique, après la Coupe du Monde, mais aussi nous allons parler de l'Espagne. L'Espagne qui est sur le toit de l'Euro. Cette équipe menée par de très jeunes joueurs a réussi l'exploit de gagner le titre devant de grandes nations. Nous allons analyser avec des invités valeureux dans cette émission. Nous sommes en direct de Kinshasa avec notre confrère Prince Namegabe. Prince Namegabe, bonjour et bienvenue dans votre émission Ngoma Sport. Bonjour Fundi Obedi, bonjour à tous les auditeurs de la RTNK. Merci encore une fois de nous avoir invités dans votre émission ce matin. Merci. Nous sommes aussi dans cette émission avec notre grand frère Désiré Kiakwima. Désiré, bonjour et bienvenue dans Ngoma Sport. Merci Fundi, merci pour l'invitation. Bonjour cher Moulou London, je pense que les auditeurs seront heureux de vous suivre ce matin dans l'émission Ngoma Sport. Bonjour. Oui, merci beaucoup Fundi. Je suis très content de participer encore une fois à cette émission. Ça fait longtemps que j'avais participé. La dernière fois, je pense, c'était en 2013 ou 2014. Et c'était à l'occasion d'une finale de Champions League qu'on était ensemble à la télé. Et c'était bien. Et vraiment, merci de penser à moi, bien qu'à distance. Et merci, bonjour à tout le monde, bonjour à tous les auditeurs de Ngoma Sport. Merci. Ah oui, merci beaucoup Prince. Ça fait longtemps que les auditeurs d'Ngoma Sport n'ont pas eu la chance de vous suivre. Mais comme vous le savez déjà, l'Espagne a gagné l'Euro 2024. Est-ce qu'on peut dire que c'est la victoire du football? Pour être clair, parce que l'Espagne nous produisait un jeu séduisant. L'Espagne a fait presque le maximum. L'Espagne a gagné presque tous ses matchs. Voilà, je pense que c'est ce que je voulais dire par victoire du football. D'abord, il faut dire que c'est d'abord la victoire d'un homme, Luis de la Fuente, qui lui a longtemps œuvré dans la Fédération espagnole de football. Et puis, comme vous le savez, il a mis en place une équipe où il n'y a pas vraiment d'ego, mais un collectif très très huilé qui a pu montrer à la face du monde que ce n'est pas avoir beaucoup de stars qui fait une équipe, mais plutôt avoir cet aspect-là d'équipe, cette collectivité, ce qu'il a pu montrer au niveau donc de l'équipe de l'Espagne. Cette équipe qui nous a prouvé combien vraiment il était agréable à voir dès le début de la compétition, en phase de poule, en quart de finale, en huitième, en demi, c'est une équipe qui nous a vraiment régalé, avec ces jeunes qui sont Nico Williams et Lamine Yamal sur les deux côtés, ces deux feux follets, et puis une belle défense et milieu de terrain tenu par Rodri de Manchester City, et puis on a Simon, le très bon gardien de but qui a montré aussi des belles choses. Donc une belle équipe, même les remplaçants comme Oyarzabal qui a pu marquer donc le but de la victoire en finale face à l'Angleterre. Vraiment une belle équipe et nous saluons donc la prestation de l'Espagne qui a donc gagné sa 4e étoile en Coupe d'Europe Fundi Obedi. Si vous voyez donc les matchs même qu'il a pu jouer face au pays hôte, l'Allemagne qui joue aussi très bien depuis le début. D'abord, beaucoup de gens s'attendaient à une finale entre l'Allemagne et l'Espagne. Malheureusement, ils se sont croisés tout au début là. Ils nous ont montré qu'ils ont aussi les fighting spirit. Au-delà des tiki-taka espagnols, les jeux basés sur la possession, ils savaient aussi jouer direct et marquer des buts très très importants. Quand face à l'Allemagne, ils les ont tués vraiment dans les prolongations. Donc c'est une équipe qui a tout et l'avenir donc appartient donc à cette sélection où il y a encore beaucoup de jeunes qui ont l'avenir devant eux. Coup de chapeau à Luis de la Fuente et à son staff technique, coup de chapeau à ces joueurs espagnols qui nous ont montré qu'ils étaient la meilleure équipe d'Europe pour le moment et pourquoi pas peut-être la meilleure équipe du monde. Merci beaucoup Désiré Kiakwima. Vous venez de suivre Prince Namegabe. Est-ce que vous êtes aussi d'accord que la victoire de l'Espagne, c'était la victoire du football où les adversaires n'étaient pas seulement à la hauteur? Non, c'est à la fois les deux. La victoire du foot et les adversaires étaient un petit peu essoufflés. C'est la victoire du foot parce que c'est la meilleure équipe qui l'a emporté. En tout cas, l'Espagne a démontré qu'elle était meilleure sur tout le plan. Elle a gagné tous ses matchs et de la plus belle des manières. Ça, c'est indiscutable.
le football l'a emporté. C'est ça qui me réjouit personnellement. Le football l'a emporté aussi par la jeunesse de l'équipe d'Espagne, excepté Carvajal ou Nacho, ou encore Rosselló. En tout cas, les jeunes ont montré le talent. En tout cas, c'est l'avantage de cette équipe espagnole avec cette jeunesse montante et qui fera parler la poudre, en tout cas dans les générations et dans les années à venir. C'est aussi le fait, la victoire de l'Espagne est aussi due au fait que beaucoup de sélections ont montré qu'elles étaient essoufflées. Elles étaient essoufflées après une longue saison. Je ne dis pas que c'est pour les défendre, parce que cette longue saison concernait aussi les joueurs espagnols, mais il faut remarquer qu'il y avait de l'essoufflement dans la plupart de sélections qui étaient présentes à l'Euro 2024. C'est notamment le cas de l'équipe de France qui a montré, franchement, que les joueurs étaient arrivés au bout de leur souffle, au bout de leur capacité de résistance, de résilience même. Et c'est le cas aussi de l'équipe d'Angleterre, même si là aussi on peut débattre en disant, écoutez, peut-être le choix tactique de Gareth Southgate qui était discutable, comme la presse anglaise l'a mentionné dans ses différentes analyses. L'essoufflement s'est constaté également au niveau des équipes comme l'Italie, mais également, il ne faut pas aussi oublier le fait que depuis un temps, depuis, je crois, carrément 5 ans, que l'Italie n'est pas, franchement, cette Italie, la squadra azzurra que nous avions connue dans les années passées, même si l'Italie avait emporté l'Euro précédent. Il faut noter aussi que il y avait aussi de l'essoufflement de ce côté-là parce qu'il y avait certains joueurs qui étaient étincelants dans leur championnat, mais arrivé à l'Euro, franchement, on n'a pas vu cette squadra azzurra d'heureuse mémoire, je peux ainsi me permettre de m'exprimer. Et donc, l'Euro était à la fois, il y avait l'essoufflement, c'est vrai, mais également nous avons vu la meilleure équipe l'emporter. C'est ça qui nous réjouit. La justice footballistique s'est exprimée et que ce soit le meilleur qui l'ait emporté, ça ne peut que réjouir. Voilà ce que je peux dire en ce qui me concerne. Ok, mais je sais combien vous adorez la France. Cher Désir, la France vous a déçu ou vous pensez seulement que Didier Deschamps devrait déjà partir? Peut-être que ces méthodes ne paient plus. Non, vous avez raison, Fundi, vous avez raison. J'aime la France. J'aime les Bleus, je dirais même mon sang. Hein? En fait, je suis de ceux qui pensent que Didier Deschamps a fait son temps. Il est vrai que les étoiles filantes de l'équipe de France ne se sont pas bien exprimées. Hein? Vous savez, lorsque Griezmann, Mbappé ne sont pas au top niveau, c'est toute l'équipe qui en pâtit et qui en souffre. C'est vrai, il y a du talent, mais ce talent a toujours été commandé par ces deux joueurs-là. Pourquoi je dis que Deschamps devait partir? J'ai contesté la plupart de ses choix. Faut dire que ces Basques commencent à en faire un peu trop. À force d'être adulés, admirés, appréciés, ils commencent à en faire un peu trop. Et c'est ça le problème. Pourtant, ce pays nous a enseigné que nul n'est éternel, mais on semble mettre Deschamps, on semble dire que Didier Deschamps est éternel. Pourtant, ces choix sont aujourd'hui contestables. Comment au cours des matchs, tu vas mettre 3 milieux de terrain qui jouent au même poste? 3 numéro 8, 3 8. Ça, c'était une catastrophe personnellement. Comment tu peux aligner Giroud? Tu peux mettre que Giroud entre et tu as un Kingsley Coman, un des meilleurs attaquants dans la Bundesliga, trop jeune, et tu mets une relique du passé comme Giroud, 0 minute pour Kingsley Coman. Comment tu estimes que les titulaires incontestables au Real Madrid, Ferland Mendy, a droit à 0 minute?
juste le fait d'être sélectionné et il a suivi tous les rôles sur le banc. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Non, c'est vrai, des joueurs sont arrivés en Allemagne, les joueurs français. Beaucoup n'étaient pas au niveau, mais également les choix de cet entraîneur sont contestables, détestables même. Bon, c'est déjà terminé. Pour la France, la page est tournée et cap vers le futur. Les éliminatoires du Mondial 2026, c'est pour bientôt, donc au moins après les vacances, les grandes vacances. On va voir ce que ça va donner, mais personnellement, la prestation de l'équipe de France était pour moi une déception parce que j'attendais beaucoup d'elle. C'est vrai, arriver déjà en demi-finale, c'est pas une mauvaise chose, mais il faut qu'on pense à un renouvellement du staff parce que on sent déjà avec la routine des Deschamps n'innove plus. Pour l'équipe de France, comme vient de le dire Désiré, est-ce que vous pensez que Didier a fait son temps? Effectivement, Fundi Obedi, je trouve que d'abord Didier Deschamps, c'est un entraîneur très très orgueilleux, qui a ses principes, comme il a beaucoup de soutien au niveau de la Fédération française de football. C'est pourquoi il a cet orgueil-là. Une équipe sans substance, il n'y a pas de substance de jeu. Il s'arc-boute au même système de jeu, il ne comprend pas le conseil. Pour moi, il a fait son temps, il devrait partir coup de chapeau à lui pour avoir remporté la Coupe du Monde. Et il a fait son temps, il devrait laisser la place à un certain Zinedine Zidane qui tire encore son banc, qui rêve de l'équipe de France et qui pourrait apporter quand même des idées nouvelles dans cette équipe. Vous sentez qu'il est à bout de souffle, il est à bout des idées. Vous sentez qu'il ne marque pas, il ne sait pas changer de système de jeu. Même quand un joueur marche sur ses pieds comme Antoine Griezmann, il le fait quand même jouer. Il laisse des bons joueurs sur le banc. On ne comprend pas Didier Deschamps. Et je crois que la Fédération de France de football, bon, il devait quand même tirer toutes les conséquences. Mais comme il a beaucoup de soutien au sein de la FFF, donc je crois qu'il va rester malgré la colère des Français. Par rapport à la Coupe d'Europe qui vient de s'achever, je pense que c'était vraiment une compétition qui a tenu promesse. On a vu des jeunes joueurs qui étaient jadis encore de jeunes prometteurs, mais qui nous ont démontré qu'ils ont en tout cas beaucoup de talent et qui sont capables d'aller de l'avant. Quand je vois l'équipe d'Espagne qui a remporté la Coupe, le jeu qu'ils ont développé, c'est un jeu très attractif. Ils étaient consistants dans les jeux et ils ont montré vraiment que la maturité est là. Vous voyez les jeunes comme Nico Williams, je pense qu'il a 20 ans. Il y a Lamine Yamal qui a eu ses 17 ans pendant l'Euro. Ce qu'ils ont démontré, en tout cas pour moi, ça montre que la jeunesse peut jouer au foot. Vous savez, il y a des moments où on pensait qu'il fallait avoir 25 ans au-delà pour être vraiment un talent confirmé. L'Euro précédent, avec l'Italie, les Chiellini et les autres, les Bonucci, c'était vraiment des trentenaires qui ont remporté l'Euro. Mais quand on voit le moyen d'âge de cette équipe d'Espagne qui vient de remporter la Coupe ici, mis à part, je pense, Carvajal, qui est dans les trentenaires, les autres, ce sont des jeunes, peut-être Cucurella aussi et Morata. Alors c'était vraiment une équipe jeune, enthousiastique, une équipe qui avait vraiment de la volonté, une équipe qui jouait un jeu d'ensemble et évidemment avec beaucoup d'individualité, notamment Lamine Yamal. Donc pour moi, c'est une compétition réussie. On a vraiment eu droit au spectacle et c'était très bien. Chapeau bas aux Anglais qui viennent de faire quand même des compétitions. Entrer d'arriver à la finale, c'est pas rien aussi, on doit reconnaître cela, mais je pense qu'à un moment donné, les Anglais, ils doivent aller chercher un entraîneur. Pour moi, je pense qu'ils doivent aller chercher un entraîneur qui peut les ramener à un niveau plus haut que celui-là. Parce qu'avec Gareth Southgate, on trouve vraiment qu'il y a beaucoup de limites. Ça, c'est mon point de vue. J'ai trouvé qu'il y a beaucoup de limites au niveau de l'entraîneur. Et peut-être que ce n'est pas lui l'homme qui doit donner à l'Angleterre la coupe qu'ils attendent depuis beaucoup d'années. Je pense, au-delà même de 40 ans, que les Anglais n'ont pas remporté une compétition majeure. C'est ce que je pense par rapport à l'Euro.
Moi, personnellement, je suis au niveau de l'Europe, je peux dire, je supporte la France. Je pense que la France, on était tout simplement malchancés de tomber sur cette équipe d'Espagne qui ne nous a pas permis d'arriver jusqu'en finale. Mais sinon, on peut dire que la France est passée à côté de sa compétition. Et on va voir comment ils vont se réorganiser. Mon avis, je dirais que Didier Deschamps a fait son temps. Il devrait maintenant laisser la chance aux autres parce qu'il est là depuis 10 ans maintenant, je me rappelle. C'est depuis la Coupe du Monde de Brésil en 2014 qu'il était déjà sélectionné, un peu avant, 2014 jusqu'en 2024, quand même une dizaine d'années pour un entraîneur, pour un sélectionneur, ça fait beaucoup. Les joueurs doivent avoir été déjà habitués à son discours et je pense qu'il est temps de changer de cap et pourquoi pas Zinedine Zidane à la tête de Play. Voilà ce que je peux dire par rapport à l'Euro. C'était vraiment une bonne compétition, une compétition réussie du point de vue organisationnel. Les Allemands, ils ont vraiment tenu promesse. Voilà ce que je peux dire par rapport à l'Euro. Merci beaucoup Moulou. Je sens que vous avez ramassé toutes les 3 questions qu'on a posées à Prince et à Désiré. Mais vous, en tant qu'agent, je rappelle que vous faites la formation pour devenir agent de joueur. Vous pensez que le temps des stars est révolu et qu'on doit penser aux jeunes dans le football parce qu'on voit que les équipes avec des grandes stars comme Kylian Mbappé pour votre France, je rappelle que vous vivez désormais en France et vous l'avez dit que vous êtes un très grand fan de la France. L'équipe comme l'Angleterre qui avait des très grands noms, l'Allemagne, n'ont pas si gagné, mais à la fin, ce sont de jeunes garçons, des garçons de 20 ans et moins qui viennent de gagner les titres. Est-ce que le temps des stars est révolu dans le football? Peut-être après le départ annoncé de Cristiano et Lionel Messi. Est-ce que vous pensez aussi qu'on doit miser sur les jeunes? Merci pour la question, Gédéon. Avant de répondre, peut-être je vais clarifier un peu et peut-être essayer d'expliquer la vision que j'ai en faisant la formation licence agent joueur FIFA. En fait, j'ai constaté que nous avons beaucoup de difficultés à exporter nos talents. À Bukavu, nous avons beaucoup de talents, mais quand on fait une petite évaluation, vous allez trouver qu'il y a vraiment très peu de talents de Bukavu dans ces 10 dernières années qui ont pu partir à l'extérieur et s'en sortir. Et quand ils partent à l'extérieur, ils doivent passer par le Rwanda ou le Burundi. Pourquoi ne pas avoir quelqu'un qui a cette possibilité-là de négocier avec les clubs qui sont à l'extérieur et exporter directement les talents de chez nous jusqu'en Europe, par exemple, ou en Asie? C'est possible. Et moi, je pense qu'en faisant cela, il y aurait cette opportunité. Et je vais vraiment y travailler et j'ai un projet. Et je pense que si ça aboutit, ça serait pour l'intérêt de tout le monde. Je pense que c'est connu quand même que il n'y a aucun transfert international qui s'est effectué entre un club de Bukavu et un club de l'Europe ou de l'Asie. Et ça, c'est vraiment pour moi un défi. On a des joueurs qui sont en train d'évoluer aujourd'hui à l'extérieur du continent, mais qui sont passés par le Rwanda, le Burundi, et ce sont les clubs burundais ou rwandais qui en ont tiré bénéfice. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Maintenant, je reviens à la question. Je ne pense pas que le temps des stars est révolu, non. Et je ne pense pas que les jeunes joueurs barcelonais qui ont remporté la Coupe d'Europe ne sont pas des stars. Non, on ne peut pas dire ça. Quand vous avez un joueur dans l'effectif, un joueur comme Rodri, quand vous avez un joueur comme Carvajal, quand vous avez un joueur comme Morata, quand vous avez un joueur comme Cucurella, ce sont vraiment des stars. Et même Yamal c'est déjà une star quand même. On ne peut pas dire que l'ère des stars est révolue. Non, je ne pense pas. Et moi, je pense qu'il y a vraiment une grande nuance entre une sélection et un club. Et cela s'est encore démontré à travers cet Euro.
Parce que vous avez vu des joueurs, il y a un rassemblement qui se fait peut-être à 1 à 2 semaines de l'Euro. Et vous avez beaucoup de joueurs. Si on prend par exemple l'Allemagne, qui avait aussi des grandes stars, mais qui étaient obligés de se faire sortir par l'Espagne encore une fois. Je pense que il n'y avait pas une bonne cohésion. Certes, ils avaient des individualités, les Gundogan, les Kroos, le... ils avaient beaucoup de joueurs là, mais je pense que ça reste une sélection et non un club où vous avez des automatismes qui se développent et qui s'installent au fil des années. En tout cas, les sélections sont très souvent limitées. Et l'Espagne a montré qu'en peu de temps, peut-être la jeunesse aussi, ils ont pu développer une bonne cohésion, ils ont pu démontrer qu'il y avait vraiment une consistance et ce que peut-être les autres équipes ont manqué. Mais Est-ce qu'on peut se dire que désormais, pour gagner des titres, on n'a pas besoin de grands noms, des stars? On a vu, comme vous avez dit, les Harry Kane pour l'Angleterre, Jude Bellingham, on a vu des Kylian Mbappé dans l'équipe de France. Il y a tellement de stars dans cet héros, mais c'est finalement les bébés, les Espagnols, avec des pépites, des jeunes peut-être qui ont des couches qui dépassent. C'est ces jeunes qui viennent de gagner. La leçon qu'on peut retenir, le football n'a plus besoin de stars, mais d'une philosophie où c'était juste l'année de l'Espagne. Oui, Fundi Obedi se disait qu'on ne peut pas exclure les stars. On doit faire les deux. Avoir un vestiaire où vous avez des stars, mais un bon entraîneur qui sait faire jouer ces stars. Et quand la star est fatiguée, vous la mettez à côté. Il y a des sélectionneurs qui font jouer de noms, comme Griezmann, Harry Kane, même s'ils ne sont pas en forme. Jude Bellingham, vous les faites toujours jouer, même s'ils ne sont pas en forme. Alors qu'il y a des bons joueurs sur le banc de touche. Voilà, c'est incroyable. Des entraîneurs comme Didier Deschamps, comme Gareth Southgate qui sont orgueilleux. Et à la fin, ils ont payé le prix. Mais au niveau de l'équipe d'Espagne, quand tu n'es pas en forme, tout le monde comprend que quelqu'un d'autre doit jouer, tu vois. Ils ont fait confiance aux jeunes et il y avait des vieux bouscards qui étaient sur le banc de touche. Voilà aussi la force de Luis de la Fuente, Fundi Obedi. Donc pour moi, il faut les deux. On ne peut pas exclure les stars dans une équipe. Il faut savoir les intégrer. Et lorsqu'ils ne sont pas en forme, les mettre sur le banc de touche. Voilà. Les cas de l'équipe de France, les cas de l'équipe d'Angleterre. C'est très très important de comprendre ces phénomènes-là. Et pour les autres, bon, il faut tirer les conséquences. Encore une fois, l'Espagne a su mélanger les deux, la jeunesse au vieux brusquard, et ça produit de bons résultats. Merci Fundi Obedi. Fundi, vous semblez me décevoir. Vous dites que Yamal, William, ce ne sont pas des stars. Mais on en fait des stars. Et c'est là toute la difficulté. C'est le point sur lequel j'ai mis un peu de doute. Ça me fait très mal un peu. On nous présente Yamal, oui, ce sont des bébés, comme vous le dites. Mais ce ne sont pas des bébés en football. C'est devenu des grands noms. La difficulté, je suis en train de craindre qu'on fasse une très mauvaise gestion de ces jeunes-là. Je sens qu'il y a un temps, on nous présentait Gavi comme étant la foudre de guerre. Gavi, les jeunes défenseurs là du Barça, Koubarsi, je crois, si j'ai bien prononcé, on nous présentait comme étant franchement l'avenir. C'est vrai, bon, ils sont l'avenir. Espérons-le. Mais la mauvaise gestion de ces jeunes-là va encore nous reproduire un certain Ansu Fati. Ansu Fati, on nous l'a présenté comme étant le remplaçant de Messi. Où est-ce qu'il est aujourd'hui? On a très mal géré le petit que, voilà, il s'est arrêté, il s'est éteint et est encore dans la fleur de l'âge. Bien, je souhaite tout le meilleur pour ces jeunes, ces feux follets, ces stars en devenir que sont William et Yamal. C'est vraiment des enfants en âge, mais voir le football qu'ils produisent, en tout cas, il y a de quoi dire chapeau bas pour ces jeunes gens. Bien, ce n'était pas l'héros des stars connus, c'est vrai, parce que moi, personnellement, sur le papier, je ne voyais pas une autre équipe l'emporter à part l'Angleterre.
On a souvent dit, écoutez, la Première Ligue, c'est le meilleur championnat au monde. Ok, je n'en disconviens pas. La Première Ligue, mais l'Angleterre, à chaque poste, il y avait un indiscutable. Mais qu'est-ce que nous avons vu? Gareth Bale. Pardon, pas Gareth Bale, Gareth Southgate, l'entraîneur de Three Lions. Quel tâtonnement, mon Dieu. Il nous présente deux joueurs comme étant des sentinelles. C'était Alexander Arnold et je crois Rice ou Trippier, je ne me souviens plus. Des joueurs comme jouant le rôle de sentinelle. Puis, après d'énormes critiques de la presse anglaise, il change le système. Bon, à chaque fois, l'Angleterre, en tout cas, essaie de forcer le passage. Personnellement, s'il fallait parier, je ne parie pas malheureusement, mais moi, l'équipe qui était à 100%, moi, je ne pensais pas voir l'Angleterre souffrir devant, par exemple, la Slovaquie. Je ne pensais pas voir l'équipe d'Angleterre souffrir devant n'importe quel adversaire à cet Euro. Mais regardez ce que l'Angleterre nous a produit. Donc, une constellation d'étoiles n'est pas souvent la solution sur le terrain de jeu. Et s'il y avait une équipe qui était pleine d'étoiles, c'était l'Angleterre. Mais vous voyez, Bellingham. À chaque poste, vous trouviez un indiscutable. Voilà. Donc, ce n'était pas l'héros des stars, mais on ne peut pas sous-estimer les stars qu'il y a dans l'équipe d'Espagne. C'est confirmé. Quel joueur! Moi, un joueur qui m'a franchement impressionné, c'est Rodri. Quel joueur! Ce monsieur, quand j'ai regardé le match d'Espagne, il n'y a que lui que je suivais. Déplacement, occupation de la zone, centre. Non, il est complet ce gars. Il est complet. Malheureusement, il joue dans Manchester City. Bon, une équipe que je n'aime pas, Manchester City. Il joue dans Manchester City. Bon, il ne peut pas prétendre au Ballon d'Or, mais franchement, si on le lui donnait, moi, je ne serais pas furieux, même si mon favori, c'est Vinicius. L'Euro 2024 nous a montré de nouvelles stars, à part les stars connues qui remplissaient l'équipe d'Angleterre. De nouvelles stars ont émergé et c'est pour le bonheur du football. Bon, Prince, est-ce que l'Espagne, comme vous venez de suivre Désiré Kiakwima, était une équipe formidable ou seulement les équipes, les adversaires n'étaient pas au niveau? Les adversaires étaient peut-être épuisés. Qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire, d'évoquer là Désiré Kiakwima? Fundi Obedi, mon opinion est que dans chaque équipe, il y avait des joueurs qui étaient quand même fatigués. Tous ont fait de longs championnats. Mais par exemple, dans l'équipe d'Angleterre, on a senti un Harry Kane très émoussé physiquement, qui n'était pas en forme. Bellingham, qui était très fatigué par une longue saison avec le Real de Madrid, notamment en Ligue des Champions, alors qu'on comptait beaucoup sur lui du côté de l'Angleterre. Ça, c'est vrai. Mais dans chaque équipe, il y avait aussi des joueurs quand même qui étaient fatigués. On a vu Rodri de Manchester City, qui était très bon physiquement, qui est arrivé à un bon niveau avec Manchester City en Ligue des Champions. Il y a d'autres joueurs également qui étaient là en Ligue des Champions, comme Lamine Yamal, et qui a très bien joué, c'était bon physiquement. Je crois qu'il y avait aussi Dani Carvajal du Real de Madrid, qui était là aussi dans l'équipe de l'Espagne. Voilà, tous les joueurs étaient quand même arrivés à cet Euro très fatigués. On a vu même dans l'équipe de France, il y a beaucoup de joueurs qui avaient beaucoup de problèmes physiquement, comme Antoine Griezmann qui était l'ombre de lui-même. Voilà, même en équipe d'Allemagne, etc., etc. Mais je crois que c'était la meilleure équipe. Ils avaient une certaine fraîcheur qu'on ne pouvait pas comprendre et ils nous ont montré de belles choses. Voilà, Desiré a parlé aussi de la Squadra Azzurra, l'équipe italienne. Mais cette équipe aussi, sachez qu'ils ont un nouvel entraîneur, que ce n'est plus l'Italie d'avant. Vous n'avez pas ces plus grands noms comme Del Piero, comme Francesco Totti. Voilà, dans cette équipe actuellement, il y a beaucoup de jeunes joueurs, les Calafiori et les autres. Bon, Donnarumma est là, mais vous sentez que c'est une équipe en construction. Et Luciano Spalletti, qui nous a montré de belles choses avec le Napoli Naples, actuellement, il a du mal à faire la symbiose, donner le soutien à cette équipe d'Italie. On espère qu'il y a de l'avenir dans cette équipe. Voilà, la fatigue n'explique pas tout. Il y a cette méthode de la feinte, cette méthode basée sur la possession, les changements de tactique, le jeu direct pour tuer l'adversaire, qui ont fait la différence
C'est ça mon opinion, Fondi. En Copa América, l'Argentine avec ses stars vient de gagner la Copa América cette saison après la Coupe du Monde. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'Argentine est la meilleure équipe du monde? Bon, je sais que tu es un très grand fan du Real et l'Argentine a une légende du Barça, mais un analyste sportif, est-ce qu'on peut dire que l'Argentine est actuellement la meilleure équipe du monde? Écoutez, je ne veux pas insérer dans mes analyses la rivalité Real-Barça. Oui, cette rivalité, elle existera toujours tant que le monde sera monde, tant qu'on parlera foot, eh bien, on parlera toujours du Real, du Barça, oui. Mais je ne veux pas dire que parce qu'il y a une rivalité Real-Barça, que je vais euh, dire comme tout le monde que l'Argentine, c'est la meilleure équipe du monde. Non, je ne dis pas, je dis non et c'est non. J'ai dit qu'aujourd'hui, moi, j'ai vu une meilleure équipe du monde, c'est l'Espagne. Je vais vous dire la raison. Mettez seulement sur une... Est-ce qu'on peut mettre sur une même balance les équipes que l'Espagne a éliminées à l'Euro et les équipes que l'Argentine a affrontées en Copa América? L'Argentine a joué contre le Panama. Quel rang mondial occupe le Panama? L'Argentine était dans la même compétition avec Venezuela, tu vois? Avec le Canada. L'Argentine a joué contre le Canada. Mais regardez le poids lourd que l'Espagne a éliminé. L'Espagne a éliminé l'Italie. L'Espagne a éliminé l'une des équipes favorites pour moi de ce tournoi. L'Allemagne, l'Allemagne. L'Espagne a éliminé la France. Regardez le poids lourd. Et l'Espagne a battu en finale l'Angleterre. Voilà la meilleure équipe pour moi. Parce qu'il a affronté tous les meilleurs du monde. C'est-à-dire les meilleurs, les 5 grands championnats d'Europe. L'Italie, donc commençons par l'Angleterre, l'Allemagne, la France. Je ne vais pas encore citer l'Espagne parce que c'est l'Espagne qui a battu tous ces meilleures équipes de l'Europe. Donc pour moi, je n'ai pas vu notre équipe. Je ne sais pas. Comparaison n'est pas raison, dit-on. Mais est-ce que cette Argentine peut faire face à cette Espagne que j'ai vue? J'ai doute. Et donc, bon, bravo à l'Argentine pour avoir remporté pour la deuxième fois consécutive la Copa América. Mais je ne sais pas mettre sur le même pied d'égalité l'euro, le niveau de l'euro au niveau de la Copa América. La légende de Messi, en tout cas, c'est une bonne chose pour celle-ci, pour cette légende, même s'il n'a été d'aucun rapport, d'aucun apport, parce que j'ai vu les amis fans de Messi jubiler, voilà, il est ballon d'orable, excusez-moi, c'est néologisme. Il est ballon d'orable parce qu'il vient encore une fois après la Coupe du Monde, il remporte la Copa América, il est celui qui a mené. Donc on oublie même de féliciter Lautaro Martinez qui a marqué le but de la victoire en finale. Au lieu de féliciter Lautaro Martinez, on félicite Messi qui n'est même pas arrivé à la fin du match parce qu'il n'a plus le souffle qu'il avait lorsqu'il était le Messi du Barça. Donc, qu'on arrête de continuer à jubiler alors qu'une épave joue sur le terrain, que cette épave, c'est Messi, cette épave, c'est aussi Ronaldo. Laissez ces gens, ils ont fait leur temps. Nous aurons peut-être dans 100 ans encore, nous ne serons plus là, qu'on verra peut-être émerger de nouvelles figures du football mondial comme l'ont été Messi et Ronaldo. Ils ont fait leur temps, qu'on les laisse se reposer. Quant à l'Argentine, écoutez, bravo, félicitations, mais pour moi, elle n'est pas la meilleure équipe du monde. La meilleure, c'est l'Espagne. Voilà. Ok, les Panama, les Venezuela, mais en Coupe du Monde, l'Argentine a quand même battu la France en finale. Votre France, la France de Désiré, à Bukavu, quand on parle de la France. Moi, je sais bien que vous êtes Marseillais, mais vous êtes Français quand même, Désiré. Ah oui. Écoute, cher Fundi,
Fondi, cette équipe me fascine. Ce pays aussi me fascine, la France. Vous savez pourquoi? Je vais vous donner l'anecdote. Il faut que vous le sachiez. Vous êtes un ami, vous me connaissez très bien. Effectivement, moi, quand on parle de la France, j'en perds mon latin. Hein. Parce que, vous savez, quand de mes yeux d'enfant, j'ai regardé ma toute première Coupe du Monde à la télévision, noir et blanc, en 1982, j'avais été séduit par le parcours de la France de Michel Platini, Platini, Dominique Rocheteau, Didier Six, hein, ces gens, Tigana, ces gens m'ont impressionné, ils ont marqué à vie. Ils m'ont marqué à vie, je veux dire. Vous voyez? Et donc, je suis resté fan, comme tu n'as pas idée. À cette époque-là, le racisme battait son plein, mais la France avait des Noirs. Hein? Il y avait Marius Trésor, hein? Il y avait Tigana, vous voyez? Et il y avait des joueurs d'origine italienne, venant de... Parce que vous savez, Platini lui-même a des origines italiennes. Et donc, c'est la raison de mon amour pour cette équipe. L'Argentine a battu la France en Coupe du Monde. Je ne refuse pas, je n'en disconviens pas. Hein, mais je crois que votre question était précise, hein, concernant la Copa América. Et c'est pour cette raison que j'essaie un peu de mettre sur une même balance. Est-ce que les deux championnats se valent? Je ne pense pas. En termes de qualité, en termes d'acteurs sur le terrain, je pense que l'Euro est de loin supérieur. Même si l'Euro qu'on a vu, pour rester fidèle à la première question de cette émission, certaines équipes sont arrivées à cette compétition déjà essoufflées, mais ça n'enlève en rien sur sa valeur marchande, sa valeur technique, tactique. Hein, ça n'enlève en rien. Ce n'est pas pour autant que je sous-estime la victoire de l'Argentine, parce que mon cher Brésil tâtonne depuis des années. J'ai comme l'impression que l'Europe est en train de tuer le football brésilien avec ses contre-performances en Copa, en championnat sud-américain. Ça ne tient plus, hein. En tout cas pour le Brésil, souvent éliminé. Malgré les stars, je crois que la prédiction de Ronaldinho qui disait que la plus mauvaise sélection du Brésil, c'est celle qui allait disputer la Copa América. Je crois qu'on est en train de lui donner raison. Hein? Le Brésil a été éliminé dès les quarts de finale. C'est trop tôt pour le Brésil quand même que nous connaissons. Et voilà. Donc, pour moi, la France, c'est toute l'histoire. Et c'est pour cette raison que je raconte l'histoire de l'équipe de France, même sans me référer à Google. Voilà. C'est un peu ça, cher Fundi. Aimer la France, c'est aimer les beaux jeux, mais seulement il y a des côtés négatifs aussi, tout à fait normal. Mais j'aime la France pour... Vous savez, quand ils gagnent ces gens, on va vous montrer que c'est la meilleure équipe du monde. J'aime leur façon d'être. Banasema Kiswahili banajipenda. Bale watu wanajipenda kabyabo. Banaka bakiweka banafaa vizuri. C'est que abo ndio banavifanya bakwanza mdunia. Alors moi j'aime ça. Il faut que nos Congolais nous puissions imiter ces gens. Tujipende. Tupende vyetu. Ils travaillent pour que ils fassent bien les choses. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça que j'aime. Les jours où d'accord, dirigeant, en tout cas moi je ferai comme les Français. Chercher toujours, malgré et contre tous, kufanya vya mzuri na vya kupendeza, et pour l'honneur de ton pays. Alors quand les Français le font, on dit que ils disent des choses, non, il faut le faire, il faut être comme eux. Oui, hein? On a dit tapa parce qu'on le fait bien mzuri, voilà. C'est ça qu'il faut. L'Argentine a gagné la Copa América. Est-ce qu'on peut dire aussi que l'Argentine est actuellement la meilleure équipe du monde? C'est historique d'abord. Garder la Copa América des années de suite, c'est jamais arrivé. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'Argentine a la meilleure équipe du monde? Bon, Fundi, on peut dire, je ne sais pas dire que l'Argentine est la meilleure équipe du monde actuellement par rapport à ce que l'Espagne est en train de produire. Mais coup de chapeau d'abord à l'équipe
Lionel Scaloni, avec Lionel Messi. Ils ont su gagner la Coupe à 2 reprises. C'est très bien. On a vu le vieux Angel Di Maria avec Rodrigo de Paul au milieu, Enzo Fernandez, et qui était là avec leur gardien qui est énormissime, le gardien d'Aston Villa. Et je crois qu'on doit féliciter l'Argentine parce que le contexte n'était pas très facile. Il y avait des bonnes équipes comme l'Uruguay, et puis ils ont rencontré la Colombie qui était en très bonne forme avec un joueur comme James Rodriguez qui était vraiment en état de grâce. Et Luis Diaz était également là. Mais l'Argentine a su trouver la faille en prolongation avec un but de Lautaro Martinez, l'artificier de l'Inter de Milan. Je félicite l'Argentine et ils sont champions du monde et puis 2 fois la Copa América. Ils sont en train de surfer sur une bonne vague. Et je pense que s'ils continuent comme ça, ils peuvent quand même postuler et rester la meilleure équipe du monde pour le moment. Mais à voir ce que l'Espagne est en train de produire, il devrait quand même s'inquiéter un tout petit peu par rapport à les statuts des meilleures équipes du monde. Félicitations à l'Argentine, félicitations à Scaloni et également félicitations quand même également à l'équipe de Lionel Messi, Angel Di Maria qui vient de gagner une 2e Copa América. Et je crois que quand même cette Argentine mérite d'être respectée sans que je la qualifie de meilleure équipe au monde. Ce n'est pas la meilleure équipe du monde ou avec cette nouvelle étoile, tu penses que l'Argentine est actuellement la meilleure équipe du monde? Ce parcours élogié, ce parcours historique de l'Argentine, méritait-il d'être considéré comme le parcours de la meilleure équipe du monde? D'abord, je vais être honnête, je n'ai pas trop suivi la Copa América. Vous savez que les matchs se déroulaient autour de 2h, 3h du matin et c'était compliqué pour nous autres à cause de ce décalage horaire. Mais sinon, je ne pense pas que l'Argentine soit la meilleure nation de foot. Certes, ils peuvent être dans le top 5, mais le Brésil quand même reste la meilleure nation de foot. Il y a des petits détails qui n'ont pas marché et je pense que la génération Vinicius a encore beaucoup à apprendre. J'avais eu la chance de voir le match Brésil contre Uruguay. Je trouvais que c'était un grand match et l'Uruguay avait aussi beaucoup de maturité dans son équipe avec les Valverde, Araujo et puis l'attaquant de Liverpool dont j'oublie un peu le nom. Oui, ils ont le niveau, ils ont fait un bon football, mais il y a un petit détail que le Brésil doit régler pour qu'il recommence à gagner des trophées. Ça fait quand même longtemps que le Brésil avait remporté une coupe. Et pour l'Argentine, oui, certes, ils ont une bonne équipe. C'est très bien que Messi, avant de prendre sa retraite, qu'il gagne cette Copa América. Je pense avoir suivi qu'il avait l'envie de jouer aussi la Coupe du Monde 2026. Ça reste à vérifier. Mais sinon, son équipe a développé un très bon football. C'est vraiment mérité la Copa qu'ils ont remportée. En très bref, parlons de, parlons de Kylian Mbappé, présenté au Real Madrid devant plus de 85 000 personnes. Est-ce que son échec à l'Euro annonce son échec au Real Madrid? Ou on peut juste dire qu'il était très fatigué, il n'était pas à 100%. Mais il est désormais joueur du Real Madrid. Fondi Obedi, encore une fois, merci de cette question. Et d'abord, c'est une excellente nouvelle pour le Real Madrid. Kylian Mbappé est l'un des meilleurs joueurs du monde. Tout le monde le sait, il est champion du monde. Il arrive avec ce statut-là. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il doit devoir s'adapter à ce grand club, le meilleur du monde. Un club qui a ces grands nombres de Ligue des Champions à son actif. C'est un club qui a l'un des meilleurs entraîneurs du monde, qui est Carlo Ancelotti. Le Real de Madrid, qui est un puissant club financièrement. Donc Mbappé doit devoir donc s'adapter rapidement, sinon ça ne va pas marcher pour lui.
Nous connaissons les cas Sibi Eden Hazard et qui n'a pas pu trouver ce marque en provenance de Chelsea. Et donc j'espère que ça pourra bien marcher pour Kylian Mbappé. Et Carlo Ancelotti qui est passé par le PSG, qui connaît le climat toxique dans les vestiaires du Paris Saint-Germain, où il y a des propriétaires qui ne comprennent rien de football, où ils ne sont que des commerçants, des businessmen. Je crois qu'il va devoir retravailler Mbappé et trouver sa place comme numéro 9. Prendre, remplacer Benzema, c'est pas facile dans cet effectif. Vous trouvez un club qui vient de gagner la Ligue des Champions sans vous, et vous au PSG, vous avez cherché la Ligue des Champions, vous l'avez pas trouvé. Et donc c'est une mission pas très facile pour Mbappé. Je crois qu'il va devoir donc surmonter la pression, parce que c'est une forte pression déjà. Le jour de sa présentation, 85 000 supporters qui chantent son nom, c'est déjà une forte pression. Et donc les premiers pas de Kylian Mbappé seront scrutés, surveillés à la loupe. Et nous croyons que ce maillot merengue, la Maison Blanche, la Casa Blanca, va lui porter bonheur. Et il pourra maintenant remporter la Ligue des Champions qu'il a toujours cherché. Et pourquoi pas prétendre au Ballon d'Or aux côtés de Jude Bellingham, Vinicius Junior, Rodrigo, Federico Valverde, Thibaut Courtois, les autres Elder Militao, Dani Carvajal et j'en passe. En très bref. Parlons de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui vient de signer au Real Madrid. Il a été présenté devant 85 000 personnes. Est-ce que son échec à l'Euro ne va pas impacter sur son intégration au Real Madrid? Alors, merci encore une fois pour la parole. Merci de me permettre de parler de ce meilleur club du monde, le grand, l'inégalé, l'inégalable. Je crois que les statistiques le prouvent les superlatifs qu'on peut accorder au merengue. Bien. Vous voulez savoir si la contre-performance de Mbappé à l'Euro ne pouvait pas impacter négativement la décision du dirigeant merengue de le recruter. Je dis non, je vais vous donner la raison. Au Real Madrid, on voit les choses en grand. Au Real Madrid, on ne doute pas. Le principe reste: ou tu es meilleur ou tu ne l'es pas. Et vous allez voir, si Mbappé enchaîne 3 matchs sans marquer ou sans être performant, il prendra le banc. Là, chez les merengues, on ne badine pas. Il prendra le banc. Et Ancelotti, dans ce domaine, lui, le sang madrilène coule dans ses veines. Il n'hésite pas à mettre quelqu'un sur le banc si vous êtes moins performant. L'accueil, je vais commencer par commenter l'accueil de Mbappé. Vous le savez, et peut-être nos auditeurs aussi le savent, 85 000, c'est plus que le Ronaldo, lorsqu'il avait été accueilli, je crois. En tout cas, les chiffres. Ronaldo, c'était dans les 50, 60 000, si ma mémoire ne me trahit pas. Et vous allez voir Mbappé, vous avez vu Mbappé toujours sur le chemin de Ronaldo. 1, 2, 3, à la Madrid, ça c'est Ronaldo qui l'avait fait lorsqu'il avait été présenté en 2009. Kylian arrive au Real Madrid au bon moment. Donc c'est à lui de bien travailler. Il arrive au moment où le club est au top niveau. Le Real a remporté la Liga, le Real a remporté la Ligue des Champions, éliminant au passage les meilleurs, éliminant Manchester City, éliminant le Bayern, pour ne citer que ces deux-là. Aujourd'hui, il vient juste en renfort à l'attaque, parce que le départ de Benzema n'avait pas été suivi d'un nouveau recrutement à ce poste. Il arrive au moment où il sait que le moindre faux pas de sa part va se payer cash. Ancelotti ne badine pas, ne joue pas avec l'honneur du Real Madrid. Je vous ai dit que le Real Madrid voit les choses en grand. C'est-à-dire quoi? Déjà, on a recruté un préparateur physique, et pas n'importe lequel. Celui que tout joueur recherche, mais il ne s'obtient pas à n'importe quel prix, malheureusement. Il n'est pas fait pour les joueurs pauvres. Pauvres, ce ne sont pas dans le sens africain, pauvres en Europe. C'est-à-dire, tu es incapable de te payer Antonio Pintus. L'Antonio Pintus, pour nos auditeurs, c'était lui le préparateur physique
de Cristiano Ronaldo. Ce monsieur sait transformer les gens. Et il a été recruté encore une fois spécialement pour Kylian Mbappé, pour essayer de l'affiner et de le mettre, de le rendre compatible avec le Real Madrid. Voilà comment l'équipe voit les choses en grand. Et il a été recruté sur conseil personnel de Zinedine Zidane. Voilà, je lui souhaite tout le meilleur au sein du club merengue. C'est là qu'il va bâtir, et il l'a dit lui-même. Il a dit qu'il connaît l'histoire de cette équipe. C'est à lui d'écrire sa propre histoire avec cette équipe, de contribuer à écrire une nouvelle histoire avec l'équipe du Real Madrid. Je crois, si toutes les choses vont dans le sens voulu, eh bien, le futur Ballon d'Or a intégré l'équipe du Real Madrid. Le futur meilleur joueur du monde, il l'a déjà été. Hein, il fait partie en tout cas des top 5 au monde actuellement. C'est même les top 3. Dans ce monde, on ne peut pas écrire l'histoire actuelle du football sans parler de Kylian Mbappé. Je crois que là, on est d'accord. Voilà, il a intégré le meilleur club. Nous lui souhaitons toutes les bonnes choses. Nous lui souhaitons les meilleurs parce qu'il est aussi meilleur. Et il sait que c'est l'occasion. Ce garçon a tellement du talent que il n'a pas soulevé beaucoup de trophées prestigieux. Je crois que le moment est venu pour lui de soulever ces trophées, notamment la Ligue des Champions. Il n'a jamais touché à ça, voyez-vous. Il l'a vu filer le Paris Saint-Germain a joué sa première finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich. Il en a juste senti l'odeur. Mais maintenant, au Real, il va toucher le trophée. Et ce n'est pas pour rien en arrivant. La première chose, quand il est arrivé à Madrid, c'était juste la première chose qu'il a faite. Florentino Pérez est allé le faire visiter la cage au trophée du Real Madrid. Et au stade de Santiago Bernabéu, il a vu les 15 trophées, le club inégalé. Quand on nous présente comme nous sommes des adversaires, que nous sommes des rivaux avec le Barça, à certains moments, j'en ris et c'est tout. Bon, je peux m'arrêter là parce que s'il faut parler du Real, je peux même parler pendant toute une journée, mais bon. Chez Calero annonce déjà un passage compliqué de Kylian Mbappé au Real Madrid, où vous pensez qu'après l'Euro, Kylian peut devenir très grand et écrire aussi l'histoire du grand Real Madrid. Ouais, Kylian Mbappé, je dois dire qu'il a fait un très bon choix. Tu sais, un joueur talentueux comme Kylian Mbappé, quand tu le mets dans une équipe comme le Real, en tout cas, il est vraiment bien parti pour gagner encore plus de trophées. Il a cette capacité-là. Je pense que l'Euro raté de Kylian Mbappé, je ne pense pas que ça aurait un impact sur son évolution au niveau du Real de Madrid. Non, il n'y a pas, il y a pas vraiment de similarité. Je pense qu'il était en sélection et j'ai eu à dire que Deschamps n'est plus à la hauteur, ça on doit quand même se le dire. Et la faute n'est pas vraiment Kylian Mbappé. Kylian Mbappé n'a pas été à 100% durant cet Euro. Déjà, je pense au premier match, il se blesse au nez et après, il rate un match et il commence à jouer avec une masque. C'était déjà compliqué du point de vue psychologique pour lui. Et quand Kylian ne va pas bien, c'est toute l'équipe de France qui ne va pas bien. C'était déjà le cas avec Zidane dans les années 98 jusqu'en 2006. Et c'est le cas aujourd'hui pour Kylian Mbappé. Mais je pense qu'en tout cas, il est bien parti pour réussir au Real. Il va trouver une équipe déjà dynamique, avec beaucoup d'envie, avec beaucoup d'expérience. Et cet élément-là complémentaire que Kylian va amener, c'est vraiment ce que le Real aura besoin pour encore continuer à régner sur l'Europe. Moi, je peux prédire que dans les 5-6 ans qui vont venir, le Real pourrait gagner encore des Ligues des Champions. Ce n'est pas impossible au vu de l'âge des joueurs que le Real a dans son effectif aujourd'hui, mais aussi l'expérience d'Ancelotti et tout le staff. Et aussi la malice, si je peux dire comme ça, de Florentino Pérez. Donc, Kylian Mbappé a fait un bon choix et je lui souhaite vraiment bonne chance et je le vois vraiment réussir au niveau
du Real Madrid. J'aimerais passer toute la journée à vous poser des questions, mais on est obligé de terminer par là. Merci beaucoup, cher grand frère Désiré, d'avoir répondu à nos questions. Et les auditeurs de Ngoma Sport vous remercient aussi de les avoir édifiés, d'avoir analysé pour eux les deux compétitions, mais aussi l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid. Merci. Moulou London, je vous remercie. Et, je pense que tu es un très grand fan de Bukavu Dawa. Tu as peut-être un petit dernier mot, un message à tous les fans de Bouddha. Je rappelle que demain dimanche, Bouddha organise son assemblée générale ordinaire. Vous avez un petit message, mais aussi à toute la population de Bukavu. Je peux savoir confirmer que ça nous manque déjà beaucoup. Et merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Oui, par rapport à Bukavu Dawa, je suis vraiment de très près ce qui se passe. Vous savez, aujourd'hui, avec l'évolution de la science et la technologie, avec les réseaux sociaux, on sait vraiment suivre de très près et savoir en temps réel comment l'équipe évolue. Pour le moment, l'équipe est ici à Kinshasa, où je me trouve aussi. Il y a un rassemblement qui a commencé au niveau de Kinkole avec une vingtaine de joueurs, et parmi lesquels une dizaine va être retenue. Le coach est déjà là. Je n'ai pas encore participé aux entraînements qui se passent ou aux tests qui se passent au niveau de Kinkole. Je compte me rendre là-bas demain et m'imprégner un peu de la situation. Sinon, on doit dire que les objectifs de l'année passée étaient atteints. L'objectif principal était de voir l'équipe revenir en Ligue 1. C'est déjà fait, donc c'est bon. Je dois dire félicitations à notre président Aimé Bodji Sangara Abès, son excellence. Je dois dire aussi félicitations à tous les staffs, au comité local et à tout le monde, aux fanatiques, aux joueurs, à tout le monde qui était impliqué. On a passé à côté de la Coupe du Congo et ce n'était pas vraiment un objectif pour Bukavu Dawa, ça on doit le dire comme ça. Je pense que c'était un mal nécessaire. Ça nous a montré le réel niveau des joueurs qui évoluaient en Ligue 2. Cette confrontation contre les équipes de Ligue 1 et notamment Céleste nous a montré qu'on avait vraiment beaucoup à faire. On devrait nettoyer notre effectif. Parce qu'il y avait beaucoup de joueurs qui n'avaient pas ce niveau-là de Ligue 1. Et voilà, je pense, les stages qui se passent actuellement à Kinkole, c'est déjà une mesure prise après les constats qu'on a fait à la Coupe du Congo. Donc pour moi, ce n'était pas vraiment du gâchis. On a pu tirer la leçon et qui va nous servir de mieux nous préparer et mieux nous adapter dans cette Ligue 1. Et pour la population de Bukavu, notamment les sportifs de Bukavu, je dis coucou à tout le monde. En tout cas, bien de bonnes choses à tout le monde. Je vous aime bien. Loin des yeux, comment on dit, loin des yeux près du cœur, voilà. Merci beaucoup. Merci Fundi encore une fois. Fundi encore une fois. Fundi encore une fois. Fundi encore une fois. Fundi encore.